Cet épisode est sponsorisé par la Self et enregistré à Lyon 2 IETL. Bienvenue sur Parlons peu, parlons ergo, votre podcast de vulgarisation autour des connaissances sur l'ergonomie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode intitulé « L'histoire de François Guérin », durant lequel nous aborderons son parcours, ses réflexions sur l'actualité et surtout l'avenir du monde ergo. Au micro pour cet épisode, Thibaut Marcoux et Eva Goulois. Bonjour Eva. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, on a la chance de vous recevoir, François Guérin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Pas trop mal. C'est bon, c'est super. Pour cet épisode, c'est vrai que c'est un peu spécial, Eva. Pour cet épisode, il nous a fallu un peu revenir vraiment très profondément sur l'histoire de notre invité. Et finalement, c'est aussi grâce à la Self qu'on en est arrivé là. Donc, je te laisse expliquer pourquoi et présenter Monsieur Guérin. Tout à fait. C'est un épisode un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire de François Guérin, ce personnage que je pense beaucoup de personnes connaissent, au moins de nom. Justement, pour pouvoir préparer au mieux cet épisode, on s'est intéressé à un entretien qui a été réalisé en 2002 par Michel Potier pour la commission Histoire de la Self. Donc ils ont mené tout un entretien avec vous, François Guérin, justement pour revenir sur votre histoire et vos apports dans la discipline. Je ne vais pas revenir sur tout parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire et on ne s'en sortirait pas. Donc je vais sortir quelques points qui nous ont paru assez importants et puis je vous laisserai compléter à la fin, bien évidemment. Alors après votre service militaire, vous avez travaillé en tant que mécanicien d'essai aéronautique, en technicien de recherche, puis vous avez été ergonome. Vous avez rejoint le CNAM au contact d'Alain Wissner. Quand j'étais technicien d'essai en dispositif aéronautique, donc de navigation, en fait, j'ai rencontré Alain Berthoz, qui faisait son service militaire en fait au centre d'essai en vol, et c'est lui qui m'a proposé de rejoindre le laboratoire de Wissner, dans lequel Wissner lui avait proposé, comme il était ingénieur et que Wissner avait fait lui aussi des essais de mesures de vibration et de choc dans l'industrie automobile, a proposé à Berthoz de traiter de ces questions de biomécanique et de choc et d'effets sur le corps humain. Donc c'est dans ce contexte que je suis rentré au labo du CNAM. Moi, Wissner, je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas l'ergonomie. Voilà. Donc, et même quand je suis rentré au laboratoire du CNAM, le laboratoire ne s'appelait pas le laboratoire de physiologie du travail et d'ergonomie, c'était le laboratoire de physiologie du travail. Le nom a été transformé ensuite par Wissner quand il est devenu... Après Jean Scherer, le directeur du laboratoire. C'est hyper intéressant de savoir que vous avez rejoint, finalement vous avez participé à la formation de la discipline aussi, alors que nous aujourd'hui on rejoint des formations master d'ergonomie et que tout est déjà fait. C'est très impressionnant d'être avec vous aujourd'hui. Presque déjà fait, presque tout fait. C'est pas fait, enfin, j'espère. Mais c'est aussi le but de l'épisode d'aujourd'hui de revenir là-dessus. Puis ensuite, c'est entre 1986 et 1993, vous avez été directeur technique et scientifique, puis ensuite directeur général adjoint de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, que l'on connaît encore aujourd'hui. En 1991, vous avez fait une publication avec Antoine Laville, François Danielou, Jacques Durafour et Alain Kerguelen, la Bible de l'ergonomie, encore aujourd'hui, comprendre le travail pour le transformer. Vous prenez votre retraite en 2006, mais vous poursuivez une activité de consultant. Et en 2021, vous coordonnez l'écriture de la nouvelle Bible pour l'ergonomie, Concevoir le travail, le défi de l'ergonomie, qui a paru en 2021 et qui reprend un peu le comprendre le travail pour le transformer en l'actualisant et en mettant aussi au cœur de ce nouvel ouvrage les leçons qui sont tirées de l'observation du travail pendant la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais je ne sais pas si c'est une nouvelle Bible. En fait, je pense que le premier, ça a été un peu la Bible, parce qu'il n'y avait pas d'écrit structuré en termes de méthode d'analyse, puisque le premier ouvrage ne traitait pas des questions de conception, c'était les questions d'analyse, écrit qui avait d'ailleurs été précédé par un autre écrit, qui doit être dans la bibliothèque du CNAM, lorsque Wissner m'avait confié la responsabilité des travaux pratiques B au CNAM,
travaux pratiques d'analyse du travail, et donc il avait fallu rédiger un document qui synthétise ou qui précise les méthodes d'analyse du travail. Moi, j'ai connu un échec professionnel à cette époque, pas tout seul, mais avec Durafour, on a fait une intervention dont on a estimé ensuite, lorsqu'on a fait l'évaluation, qu'elle remettait en cause un certain nombre de principes que nous avions développés. Peut-être dans l'ordre chronologique, merci Eva, mais en tout cas d'avoir présenté votre parcours assez succinctement. La SELF a fait un excellent travail, enfin la commission Histoire avait fait un excellent travail, donc on vous invite à aller, auditeurs et auditrices, on vous invite à aller lire tout ça pour approfondir un peu certaines choses. Nous, on voudrait revenir, comme vous l'avez dit en off tout à l'heure, sur 2 dates, et on aimerait revenir avec vous en 1966, quand vous êtes repéré par Alain Berthoz. Et finalement, vous êtes repéré par Alain Berthoz, qui est donc jeune ingénieur des mines à Nancy. Et là, donc finalement, il y a ce moment de présentation, et on vous propose donc de le rejoindre dans ce laboratoire de physiologie du travail au CNAM. Donc vous participez avec Alain Berthoz à différentes études, notamment sur les vibrations et leurs effets en particulier, etc. Et le laboratoire donc comportait 2 pôles. C'est sur ce point-là que on aimerait revenir avec vous. Le laboratoire comportait 2 pôles. L'un plus expérimental avec Berthoz, et de l'autre côté on avait quelque chose qui était plus tourné vers la recherche de terrain, avec notamment avec Antoine Laville, dont on a un peu parlé dans le podcast avec Valérie Poyot, qui était d'ailleurs tournée ici à l'IETL, non, qui n'était pas tournée à l'IETL, et oui, mais elle est à l'IETL, donc on lui fait un coucou, et en fait on aurait aimé revenir avec vous, avec Eva, sur ce passage-là. Vous êtes finalement plus tourné vers cette question de la recherche du terrain. Vous avez un peu, non pas tourné le dos, mais vous avez un peu lâché cette école, l'école de Berthoz, si je puis dire. Et en fait, en une simple question, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé à aller plus vers cette recherche de terrain ? Alors, il y a 2 choses. D'une part, la recherche conduite par Berthoz sur la biomécanique. Très vite, Berthoz s'est posé des questions sur le rôle des masses musculaires et du système nerveux central sur la possibilité du contrôle de mouvement. Donc Berthoz s'est inscrit dans un DEA à Pierre et Marie Curie. Et puis il a orienté totalement ses recherches sur les bases neurales de l'activité. Moi, je n'avais pas ces compétences, je n'avais aucune envie de poursuivre ou de, finalement, à la limite, de devenir le technicien de Berthoz lorsqu'il posait des électrodes sur l'urtère de chat. Ça m'intéressait pas, quoi. Et il est vrai qu'il y avait un deuxième pôle, et je me souviens qu'avec Berthoz, lorsqu'on faisait des mesures de vibration dans la sidérurgie, on se posait des questions sur... On ne comprenait pas ce que faisait la ville. Et on se disait, peut-être que ce sera génial, mais pour l'instant, on ne voit pas. On imaginait bien les liens avec les questions sociales qui se posaient, mais on ne voyait pas sur quoi ça déboucherait. Et il est vrai que l'activité, hormis le fait que je ne voyais pas très bien ce que je continuerais de faire avec Berthoz, les préoccupations affichées par la ville, Catherine Tégère et puis Durafour, qui était d'ailleurs là avant Catherine Tégère, ces préoccupations rencontraient mes propres préoccupations. Et donc la ville m'a proposé de me joindre à cette équipe et puis de balbutier avec eux comme ils le faisaient lorsqu'ils ont fait leurs premières interventions. Alors il y a une chose importante aussi, c'est cette époque, elle est concomitante d'un ensemble de grèves d'ouvrières dans le textile, dans l'électronique, dans différents secteurs d'activité, avec une difficulté pour les organisations syndicales de comprendre. En fait, la réponse des organisations syndicales, c'était d'appuyer les revendications, mais sans avoir une compréhension des questions que posaient les ouvrières. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque que les secrétaires confédéraux de la CGT et de la CFDT, responsables de conditions de travail, ont eu des rencontres avec nous au laboratoire pour débattre avec nous de cette question, de leur incompréhension de ce qui se passait dans ces usines et qui pouvait être à l'origine des grèves de ces ouvrières. Et puis après, il y a eu des grèves dans l'industrie automobile. Voilà, donc c'est ça qui m'a décidé à passer dans l'équipe Laville. J'ai participé à cette époque-là aux observations du travail. On ne savait pas très bien, on n'avait pas d'outils, rien de structuré.
une difficulté à comprendre les relations entre ce qu'on était capable de voir et ce dont se plaignaient les ouvrières, ce qui à l'époque d'ailleurs a conduit Catherine Tégère à suivre la formation des ouvrières sur une chaîne école et de travailler à la chaîne à la fois pour vivre ce que les ouvrières ressentaient et puis pouvoir discuter avec les ouvrières. Et c'est vrai que cette observation participante nous a beaucoup aidé pour affiner des outils d'observation, d'analyse, de confrontation des résultats de nos observations avec les opératrices, individuellement, collectivement. Voilà, on a progressivement construit une panoplie d'outils permettant l'observation et la compréhension des conditions de travail ou des situations dans lesquelles étaient les ouvrières à l'époque. Et juste pour aller un tout petit peu plus loin, si je comprends bien, est-ce que ce qui vous a motivé aussi, parce que là vous avez parlé tout à l'heure de la ville, où vous avez utilisé l'adjectif de balbutiement, est-ce que ce qui vous a pas aussi motivé quand je vous écoute, est-ce qu'il n'y a pas aussi cet enjeu de recherche finalement, de construire quelque chose, de saut vers l'inconnu quelque part, parce que si je comprends bien, avec Berthoz, c'était quand même quelque chose de plus carré, de plus technique, de peut-être d'un peu plus prédictible en tout cas dans la démarche. Est-ce que ça vous a motivé cet enjeu avec l'école de la ville et de Catherine Tégère de on part pas, je dirais pas de rien, mais en tout cas on doit construire beaucoup et on s'ancre dans ce contexte social. Oui, alors il y a sans doute ça. Il y a aussi sans doute une partie de mon histoire personnelle et mon intérêt pour les questions sociales qui précèdent mon arrivée au laboratoire du CNAM. Et puis cette période, elle est aussi finalement la construction d'un laboratoire. Wissner a fait des paris sur beaucoup de gens dans son laboratoire. Alors, les paris étaient plus ou moins compliqués à faire. Hein. Il connaissait bien le mari de Catherine Tégère. Voilà, donc il y avait des amitiés qui ont fait que Catherine Tégère a rejoint le laboratoire. Il connaissait bien la ville, Wissner, avant même d'arriver au laboratoire du CNAM. Il connaissait Durafour parce qu'il avait milité dans les mouvements chrétiens. Durafour qui était un ouvrier, hein, comme moi, quand je suis arrivé. Et moi... j'ai eu un entretien avec Wissner. Wissner m'a fait m'exprimer sur mon expérience antérieure, mes perspectives, elles n'étaient pas claires, mes perspectives. Hein, je voyais dans la proposition de Berthoz une rupture avec une opportunité, en fait, avec mon ex-passé professionnel. Bon, j'étais bien dans ce lieu. J'avais un contrat à durée indéterminée, j'aurais pu rester toute ma vie à m'embêter dans ce lieu. Et là, on m'offrait quelque chose, quoi, que je ne maîtrisais pas bien dans son contenu. Et puis, c'est la période 68. C'est l'arrivée d'anciens établis, Bernard Thor, philosophe, Theureau, ingénieur de centrale qui avait été établi. Voilà, une série de gens comme ça. Je pense qu'il y avait cette perspective de changement de la société, en fait. Je pense que c'est ça, au regard des questions sociales qui étaient posées à cette époque-là, et l'incapacité relative des organisations syndicales de s'emparer de ces questions-là, autrement que par des politiques revendicatives. D'où, à cette période également, au regard de cette béance, notre participation à des formations syndicales. On a fait beaucoup de formations syndicales auprès des délégués syndicaux pour que dans leurs réflexions, ils intègrent ou ils parviennent à intégrer des questions relatives au travail et qui étaient avec les revendications salariales classiques qui faisaient partie des revendications des ouvrières ou des ouvriers. Mais c'est dans ce contexte social très riche, j'ai envie de dire tendu, mais enfin finalement j'ai plus envie de dire riche parce que c'est un moment de basculement et puis il y a eu des lumières, des mises en lumière sur des pratiques et sur des métiers. Et c'est à ce moment, en tout cas c'est dans cette période-là qu'il y a une sorte de construction quelque part d'une méthodologie doucement qui va se mettre en place. Et c'est comme ça qu'Eva que je te fais cette passe pour arriver
sur cette deuxième date, en tout cas ce deuxième moment de votre vie qui nous intéresse énormément. Oui, tout à fait. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure à propos de cette intervention que vous avez eue avec Jacques Durafour. J'allais tout simplement vous donner la main pour vous laisser nous raconter cette expérience. Wissner enseignait donc la physiologie du travail et l'ergonomie au conservatoire. Il s'est passé deux choses dans cette période. D'une part, la nécessité à ses yeux d'enseigner l'analyse du travail, ce qu'il ne faisait pas dans son cours. Dans son cours, il y avait des grands principes, mais qui restaient limités à l'amphithéâtre de la rue Gay-Lussac. Et donc, Wissner nous a confié à Durafour, moi-même et deux autres collègues qui étaient des boursiers, la mise en place des travaux, des TPB, donc de ces travaux pratiques d'analyse du travail, que nous avons enseignés en formation continue, et la ville les a enseignés en cours du soir avec Danielou plus tard. Et à la même époque, Wissner pensait qu'il était de la même manière qu'il fallait avoir une formation théorique en ergonomie, il était sans doute essentiel de développer une pratique d'intervention. Il a donc créé dans son laboratoire, ce qui n'a pas été sans difficulté, parce que tout le monde allait sur le terrain à l'époque, pour y faire des choses peut-être différentes, mais tout le monde y allait. Et donc Wissner a décidé de créer une équipe d'intervention industrielle, avec l'objectif de réaliser des interventions, à l'époque effectivement plutôt dans le monde industriel. Et donc on a eu cette responsabilité avec Durafour et quelques autres. Et la première intervention que nous avons eue, c'est l'intervention dans le groupe SEB, qui avait reçu un financement de l'ANACT, en fait, qui s'occupait à l'époque de conception des bâtiments industriels, donc c'était ce sujet-là. Et l'ANACT avait sollicité Wissner, qui faisait partie du conseil d'administration de l'ANACT, pour que nous fassions cette intervention qu'on a réalisée. Bon, on a mis en œuvre un certain nombre de principes, rencontres de la direction, des organisations syndicales, quelques pré-observations, et puis on a réalisé notre analyse du travail. Oui, ces femmes travaillaient sur des presses, il y avait des problèmes de sécurité compliqués, des cadences importantes, beaucoup de bruit dans l'atelier, peu d'éclairage. Et donc on a fait nos recommandations qu'on a livrées dans l'entreprise. Et on avait négocié préalablement à l'intervention la possibilité de faire une évaluation quand l'atelier d'emboutissage serait mis en route et fonctionnerait. Et donc avec Durafour, puisque là les deux autres étaient partis, on est retourné dans cette usine. Bon, les choses ça n'avait plus rien à voir évidemment. Il y avait plus d'espace, moins de bruit, plus de lumière. Et quand on a rencontré les opératrices, elles nous ont dit « oui, tout ça c'est bien, mais alors les cadences ?» Donc voilà, donc elles étaient déjà soumises à ces contraintes temporelles et à des questions liées à la sécurité. Et là, ce qui apparaissait, c'était finalement une évolution négative de leur situation de travail. Donc on a vécu ça assez douloureusement, je dois le dire, avec Durafour. Et ça nous a fait prendre conscience qu'on ne pouvait pas débarquer dans une entreprise comme ça, en déroulant des méthodes d'analyse, en faisant des recommandations, parce qu'à l'époque c'était ça, on faisait des recommandations, et que les choses allaient se passer tranquillement. Donc ça nous a questionné sur les dispositifs à mettre en œuvre pour, non pas empêcher, mais peut-être mieux maîtriser l'évolution des situations professionnelles. Ce terme que vous utilisez dans l'interview qui a été faite par la commission histoire de la SELF, qui est le terme de naïveté, que j'ai trouvé très intéressant. À quel moment je parle de naïveté ? Vous parlez justement par rapport à cette intervention chez SEB en disant que vous aviez été naïf de penser que l'entreprise mettrait en place les préconisations, et j'aimerais que vous reveniez un peu sur ce terme et pourquoi cette utilisation et pourquoi naïf finalement. Réaliste, je dirais plutôt. Sans doute naïf à l'époque, mais en fait réaliste. C'est pas parce qu'un expert, entre guillemets, arrive dans une entreprise qu'il est porteur de connaissances, d'une méthode,
qu'il discute avec une direction, avec les organisations syndicales, avec les ouvrières, que ce qu'il propose comme solution, j'aime pas beaucoup le terme de solution, tout ça va être mis en œuvre sans discussion et que ça va contribuer à améliorer, à l'époque c'était plutôt les conditions de travail. La performance, on s'en occupait pas beaucoup. La question de la performance est venue après dans notre réflexion. Voilà, oui, je dis donc oui, un peu naïf, quoi. Mais je pense que la naïveté, elle peut être aussi concomitante de l'intervention ergonomique. On peut toujours faire évoluer les méthodes, s'inscrire dans le dialogue social, dans l'entreprise, dans la confrontation même, en espérant que tout va changer comme on l'imagine. En fait, ça se passe jamais comme ça. Mais heureusement qu'il y a de la naïveté aussi. Sinon, je sais pas, on n'interviendrait jamais, quoi. Moi, quand je regarde les conditions de travail aujourd'hui, ce que j'ai vu il y a très longtemps, je me dis, mais qu'est-ce qui a changé véritablement positivement ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que les choses aient évolué positivement. Alors, c'est pas le fait des ergonomes, hein, mais ça peut être aussi le fait des ergonomes. Je veux dire, les ergonomes sont aussi acteurs dans des processus de transformation, de conception. Naïf, mais conscient à l'issue de cette expérience. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur votre travail à la SNCF et aussi sur cet accident qui s'est passé en 1985 ? Mon premier travail au CNAM, en fait, est lié à une demande d'un syndicaliste, un peu marginal, un syndicaliste CGT, je dirais marginal dans son organisation, qui se plaignait, ses collègues d'ailleurs, je pense qu'il était porte-parole d'un certain nombre de collègues, se plaignait des mauvaises conditions de travail dans les locomotives, le bruit, les vibrations, la chaleur, et d'autres sujets. Par exemple, l'existence de la VACMA, qui était la veille automatique à contrôle, donc qui était qualifiée d'homme mort aussi, hein, c'est-à-dire la nécessité toutes les 55 secondes de lâcher la pédale sur laquelle on appuyait ou le cerclot, sinon la locomotive s'arrêtait. Et donc les conducteurs de train se plaignaient de l'impact psychique de ce dispositif de sécurité. Donc il a cherché des chercheurs qui accepteraient de l'aider. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chercheurs qui acceptaient de traiter, d'écouter, je dirais même, et de tenter de répondre à ces questionnements. Wissner a accepté. Sur les vibrations, c'est le labo qui a traité du sujet. Il y avait des questions de sommeil aussi. Le laboratoire a traité aussi du sommeil, du travail de nuit et du sommeil des cheminots. Et puis sur les autres sujets, Wissner a fait rencontrer Gaston Bouny à Louis Le Guillan, qui était psychiatre dans l'hôpital psychiatrique près d'Orléans. Donc oui, pour moi, le démarrage de la SNCF, c'est 67 en fait. On prêtait des instruments aux cheminots, ils faisaient des enregistrements clandestins sur les locomotives, ils nous ramenaient le matériel, je dépouillais, j'interprétais, le cheminot repartait avec ses interprétations auprès de la direction de la SNCF, qui ne lui faisait pas confiance et refaisait les mesures que nous... Voilà. Donc la SNCF, ça commence là. En 1985, donc l'accident d'Argenton-sur-Creuse, Gaston Bouny, qui m'appelle et qui me dit voilà, mes copains syndicalistes sont pas très actifs sur le sujet, donc sont pas capables finalement de résister à la pression de la SNCF qui dit que le conducteur était responsable de cet accident. Et donc moi j'ai proposé à un certain nombre de chercheurs de se rencontrer et de débattre sur ce qui, de notre point de vue, pouvait expliquer en partie les raisons de cet accident. Donc Jean Forêt, qui après a fait des études de sommeil, Bernard Doré, psychiatre, Antoine Laville, Véronique de Kayser, ont accepté de débattre de ce qui nous semblait pouvoir être, non pas expliquer cet accident, mais contribuer à son explication. À la suite de ces rencontres qu'on a eues ensemble, j'ai proposé à la direction de la SNCF de mettre en place
une réflexion entre la direction de l'attraction, qui était l'organisatrice du travail des cheminots, et la commission conditions de travail de la SNCF. Ce groupe de travail a fonctionné pendant, 10 ans. Et ce travail, on avait des réunions tous les mois à peu près, a abouti à ce que 2 études soient financées par le comité d'entreprise de la SNCF et je pense aussi par la direction. 2 études, ce qui montrait bien à la fois l'accord des organisations syndicales pour qu'on se préoccupe de leurs problèmes, mais leur division. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été plutôt répondant aux préoccupations de la CFDT. C'est Annie Veil-Facina qui a piloté cette étude avec quelques chercheurs. Et puis une autre étude, une autre recherche, pilotée par Yves Clos, qui répondait mieux aux préoccupations de la CGT. Ces recherches, alors je dirais, ont servi les chercheurs. Elles ont donné lieu à quelques expérimentations dans des établissements. Et mon avis, c'est qu'elles n'ont quasiment rien changé. Finalement, est-ce que pour vous, ça n'a pas été un moment aussi un peu... C'était une date forte pour vous, pour votre groupe de chercheurs et aussi pour l'ergonomie en soi, parce que c'était un grand moment de tractation, quelque part, je me dis, avec un grand service public qui est la SNCF, et une rencontre avec... il y a un drame, et il y a une rencontre avec une méthodologie nouvelle. Oui, non, mais vous avez raison. Enfin, moi, je me faisais aussi beaucoup, peut-être d'illusions, sans doute d'illusions, sur la capacité de cette entreprise à se transformer, en fait. Et j'étais d'ailleurs, avec le directeur de l'attraction, j'ai signé une communication à un colloque à Toulouse sur la sécurité dans les transports. Donc pour moi, c'était gagné, quoi. La direction de l'attraction, donc le représentant de la direction de la SNCF, finalement valorise le travail collaboratif entre la direction de l'attraction et les organisations syndicales. Mais qu'est-ce que ça donne ? Je n'en sais rien. Enfin, je pourrais reparler des autres interventions que j'ai faites à la SNCF, dont à chaque fois j'ai eu l'illusion qu'elles allaient transformer l'organisation. Parce que j'ai eu 2 autres interventions à la SNCF. L'une sur le temps de travail. J'ai piloté 15 ou 20 diagnostics sur le temps de travail dans différents établissements. Enfin, c'est pas moi qui les faisais, et qui a abouti à pas grand-chose. À la fin, j'ai même rencontré Gallois, qui était le président de la SNCF à l'époque. J'ai évoqué un certain nombre de questions que nous posions collectivement à l'issue des diagnostics. Et la position de Gallois était de dire, sur ces sujets-là, c'est mon successeur qui s'en occupera. Dans la mesure où c'était pour lui trop difficile à assumer socialement dans cette organisation. Alors, je peux venir à la dernière intervention que j'ai faite à la SNCF. Donc la SNCF a mis en place un observatoire et plusieurs interventions ont été réalisées dans des établissements de la SNCF, la maintenance, l'attraction, le contrôle. Et moi, j'ai réalisé 2 interventions, l'une dans un établissement traction sur l'organisation du temps de travail. En fait, la fabrication des roulements, comment on organise le temps de travail pour un ensemble de conducteurs dans une région. Et l'autre intervention, je l'ai faite à Lyon, sur les contrôleurs de train. La première intervention, en fait, j'ai proposé, et il y a eu un accord du chef d'établissement à l'époque, de travailler sur la manière dont on pouvait changer l'organisation du travail et la conception des roulements en associant les conducteurs de train à l'organisation de leur propre travail, en fait. À la SNCF, je ne sais pas comment c'est maintenant, dans chaque établissement traction en France, il y a une structure qui définit l'organisation du temps de travail à partir d'une réglementation qui définit l'ensemble des temps nécessaires pour réaliser toutes les activités imaginables quand on conduit un train, le repos, le déplacement de l'arrière du train à l'avant du train, toutes ces choses-là, quoi. Et donc l'enjeu pour cette structure organisatrice, c'est faire en sorte que, au changement d'horaire, puisqu'à l'époque il y avait 2 changements d'horaire dans l'année, c'est faire en sorte que
à la fois on réponde, à l'époque c'était les régions, les régions qui étaient les organisatrices, par exemple la région Rhône-Alpes, c'est elle qui gère finalement, elle gère. Elle sous-traite à la SNCF une activité de service, en fait. Et donc l'enjeu, c'est à la fois de répondre aux objectifs financiers, c'est la région donne tant pour le service, et puis faire en sorte que ça coûte le moins cher possible à la SNCF. Et donc j'avais proposé qu'il y ait une réflexion associant cette cellule d'organisation et les cheminots qui avaient l'expérience du travail, en fait. Et on a donc, ça a été accepté, on a collectivement imaginé une organisation du travail qui a été expérimentée pendant 6 mois. L'idée était, si l'expérimentation est réussie, alors on pourra généraliser ce mode d'organisation du travail. Cette expérience a été réussie puisqu'on a évalué cette expérimentation à l'activité rétrospective de l'année précédente, donc en utilisant les mêmes critères. Et on a pu montrer qu'en fait, c'était bénéfique pour la SNCF. À l'époque, Guillaume Pépi avait rassemblé l'ensemble de ses cadres, je ne sais plus, au Maroc, un séminaire de 2 jours sur l'évolution de la SNCF. Il a, dans son discours de clôture, évoqué le fait que pendant des années, à la SNCF, on disait de la marge, de la marge, de la marge. Et donc, il faut qu'on change de point de vue sur le fonctionnement de l'entreprise. Et à l'avenir, il faut parler du travail. Ça s'est passé pendant l'intervention que je réalisais. Et moi, j'étais plutôt rassuré de savoir que le président de la SNCF tenait ce type de discours auprès de ses cadres. Il avait même fait envoyer dans chacun des établissements conduisant une expérimentation une lettre signée du directeur financier de la SNCF précisant que voilà, c'était open bar, qu'on pouvait transformer l'organisation, que ça n'avait pas de problème. Évidemment, on contrôlerait que les choses étaient mieux qu'avant, mais voilà. Donc, si vous voulez, moi, ce que je perçois, c'est que dans ce type d'entreprise, rien ne peut fondamentalement changer. Enfin, du point de vue du travail, j'entends. C'est-à-dire que la pression, c'est d'abord trop gros comme entreprise. Enfin, il me semble qu'il y a une illusion de pouvoir changer les choses dans ces structures, où les cadres sont extrêmement mobiles. Donc la pérennité de la situation des cadres, elle varie. Évidemment, elle est courte, elle varie au cours du temps. Et puis les enjeux financiers, mais ça on le retrouve dans de nombreuses entreprises, les enjeux financiers sont tels, la pression du politique est telle également que changer les choses me paraît, à la marge peut-être, mais me paraît improbable. Dans cette deuxième partie, parce que là on est revenu sur des éléments de votre vie, dans cette deuxième partie, on aimerait revenir un peu sur, plutôt vous entendre, avec votre esprit critique sur des moments et sur des points, des points qu'on aimerait aborder avec vous. Un premier point, la SNCF est une grande machine, un ancien service public à l'époque. Aujourd'hui, il a changé de statut. Là où je veux vous emmener, ce que je voudrais entendre de votre part, c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le système socio-économique actuel, enfin le climat aujourd'hui, est plus compliqué qu'avant, étant donné qu'on a aujourd'hui une multiplication des petites entreprises. Donc vous parlez de la taille de la SNCF. Aujourd'hui, les grandes entreprises, il y en a de moins en moins. Et si elles sont grandes, elles sont de plus en plus puissantes et elles écrasent de plus en plus les petites entreprises, ou alors elles sous-traitent énormément. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du climat actuel, du travail ? À cette époque-là, ce que j'ai tenté dans cette intervention, c'est de m'engager sur un sujet sur lequel les ergonomes étaient absents, et je pense sont toujours absents. C'est la question de la performance. Comment, dans son intervention, l'ergonome est-il en capacité d'appréhender ce sujet de la performance, d'être en position de pouvoir discuter, d'égal à égal sûrement pas, mais comme il discute avec des ingénieurs, discuter avec les gestionnaires. Donc quel type, comment peut-il faire pour intégrer aux outils classiques de mesure de la performance des outils qui concernent l'activité, le travail? Ça, il est toujours présent. L'activité est absente, mais le travail est présent dans les outils de mesure de la performance. Donc ma question, c'était celle-là. À l'époque, j'ai
J'ai eu beaucoup de discussions avec François Hubault et Christian Dutertre à cette époque-là sur finalement ma solitude face à ce sujet. Je ne sais pas si j'ai eu des réponses théoriques, mais je n'ai pas eu vraiment de réponse opérationnelle. C'est moi qui ai dû me coltiner les relations avec le gestionnaire de l'établissement Traction de Champagne-Ardenne, qui a remis en cause évidemment mes compétences. Qu'est-ce que vous me racontez là? Moi, j'ai été contrôleur de gestion auprès de Guillaume Pépi, donc vous n'allez pas m'apprendre mon métier, quoi. En gros, c'était ça. Donc, je pense que cette question-là, elle demeure aujourd'hui. Je ne sais pas si les ergonomes se sont appropriés ce sujet de la performance, s'ils ont l'expertise, je ne sais pas, si les enseignants, dans leur formation, dans la formation qu'ils leur dispensent, alors ils peuvent évoquer le sujet de la performance. La question, c'est l'outillage, c'est comment on a pu se mettre à dialoguer avec les ingénieurs, parce qu'on s'est outillé pour en discuter avec eux. On a développé des méthodes, et y compris des méthodes d'observation et des méthodes ensuite de simulation qui permettaient le dialogue. Sur la performance, qui me paraît un sujet essentiel aujourd'hui. On voit bien comment les entreprises, y compris les gros, et peut-être plus les grosses encore, mais les petites aussi, la question de la performance est centrale dans la capacité des entreprises, les petites, là je parle, à évoluer, et puis dans la volonté d'évoluer pour les grandes. S'il n'y a pas, alors je sais pas quoi, les représentants syndicaux au comité de groupe, oui, ils peuvent toujours parler, quoi, mais comment ça se manifeste concrètement? Donc là, pour moi, c'est un peu mon impression. C'est que c'est un peu le désert quand même. Désert en termes de méthode, hein, désert en termes de méthodes qui peuvent modifier le regard que les gestionnaires, dont c'est le métier, peuvent avoir sur la manière dont ils gèrent. On a eu aussi Martin Chadevin qui nous a parlé du travail des gestionnaires, justement comment est-ce que lui contribue à remettre en question dans le travail des gestionnaires le rapport qu'il a avec les personnes dont il est manager. Non, mais je pense que la question en fait c'est comment, moi je critique pas le fait qu'il y ait des gestionnaires, hein, il en faut, hein, ça me paraît évident. Des gestionnaires de l'entreprise, puis des gestionnaires du travail. Je veux dire, les organisateurs, c'est aussi leur métier. Hein. Ils ont un métier à défendre et puis à mettre en œuvre. La question, c'est quel coin on est capable de glisser dans leur raisonnement. Et moi, j'ai vécu ça à la SNCF sur cette partie, donc l'organisation du travail dans un établissement Traction. Ça concernait en gros un peu plus de 200 conducteurs. On a réussi à introduire dans la panoplie des outils qui étaient utilisés pour à la fois organiser le travail et mesurer les résultats du travail, introduire quelques coins, montrer finalement la perversité aussi des systèmes de gestion et la possibilité d'introduire des éléments du travail pour modifier peut-être à la marge les outils de gestion traditionnels. Après, la question, c'est comment, dans une entreprise, au-delà de l'expérimentation, parce que c'était une expérimentation, comment l'entreprise, dans son ensemble, arrive à s'approprier ces questions, discuter entre les différents responsables. J'ai fait une intervention avec Durafour et puis Robert Villach. Il a dirigé une structure au sein de la CFDT d'intervention. Et on était intervenu chez Etnor. Etnor, ça doit exister encore, je pense, une filiale de Johnson & Johnson, fabricant des ligatures chirurgicales. On a été appelé à l'époque parce qu'ils n'arrivaient pas à stabiliser la main-d'œuvre. Il y avait un turnover, je veux dire, les femmes restaient 2 ans maximum dans l'entreprise. C'était des femmes de plus en plus jeunes. Et ils avaient de plus en plus de difficultés pour recruter leur personnel. Ils devaient faire 30, 40, 50 kilomètres. Ils avaient été obligés d'installer une cantine dans l'usine parce que les femmes ne pouvaient plus retourner chez elles pour manger le midi, enfin, des choses comme ça. Et on avait donc entamé une discussion, parce qu'en plus, ils devaient agrandir leur usine. Donc on avait discuté avec les responsables production, les responsables de la diffusion des produits. Et ces gens-là étaient incapables de discuter. Il y avait celui qui fabriquait, et puis il y avait celui qui déstockait. Et ces gens-là, je veux dire, quand on a essayé de les faire dialoguer,
en fait, ils avaient chacun leur point de vue, évidemment, mais impossible de dialoguer sur les liens existants entre la production et la vente des produits, par exemple. Donc je trouve que c'est aussi... alors c'est peut-être moins vrai aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, les entreprises sont organisées de telle sorte que, je sais pas quoi, le dialogue s'instaure entre les différentes fonctions de l'entreprise. Mais bien que n'exerçant plus, j'ai quelques doutes sur cette évolution positive des organisations. Je confirme vos doutes. Je pense que beaucoup d'ergonomes auront encore des expériences à donner, des expériences actuelles qui datent de très, très peu de temps. J'en ai d'ailleurs aussi, qui confirment ce que vous êtes en train de dire. Enfin, je pense que les ergonomes sont en capacité d'initier le dialogue, en parlant d'autre chose que de gestion. Mais ça demande du temps. Ça demande, oui, beaucoup de temps pour arriver à faire en sorte que des gens se mettent à parler entre eux de sujets qui concernent le travail. Et je ne suis pas sûr que la manière dont les ergonomes arrivent à négocier leur temps d'intervention permette de passer beaucoup de temps à ces choses-là. De la même manière que, je ne sais pas si c'est vrai, à une époque, quand j'avais un regard un peu aiguisé sur ces questions, je pense que la partie analyse du travail était limitée à son minimum. Parce que ça demande du temps. Finalement, les nouveaux ergonomes, ils doivent accepter des nouvelles formes de mission. Donc on est beaucoup en auto-entrepreneur aujourd'hui, ou alors dans des cabinets conseils. Quand on sort de formation, voilà, est-ce qu'on va dans un cabinet, comment on rentre dans un cabinet, ergonome interne, comment on rentre à l'intérieur. On vous invite, auditeurs et auditrices, à écouter cet excellent épisode sur la table ronde des métiers de l'ergonomie. Selon vous, qu'est-ce qu'acceptent les nouveaux ergonomes ? C'est quoi ce nouveau terreau du travail ? Comment ils s'y inscrivent, ces nouveaux ergonomes, aujourd'hui, selon vous ? Et pour compléter la question qu'on avait aussi mis à la suite, qu'est-ce que ça traduit aussi sur leur propre pratique et le positionnement aussi qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des entreprises, justement, par rapport à ces contrats courts, etc. Bon, j'ai pas une vision, une très bonne vision de cette question. D'abord, c'est parfois l'enfermement des jeunes ergonomes dans des interventions extrêmement étroite. Quand j'ai un problème, j'appelle l'ergonome pour qu'il réponde à la question. Avec des ergonomes qui, comme c'est leur premier emploi ou qui n'ont pas une grande ancienneté dans la structure, hésitent à discuter, hésitent à négocier. À la fois le contenu de son intervention et le temps que cela va prendre. Alors c'est vrai que mon image, c'est plutôt les services de santé au travail. Mon impression, c'est que les ergonomes sont au service des médecins, des techniciens au service des médecins. À question simple, réponse simple, ou illusion de réponse simple. Ça, c'est ma première impression. Et donc, je pense que ça met les ergonomes ces ergonomes-là, dans une situation extrêmement difficile psychologiquement, donc les empêchant de mettre en œuvre leurs compétences ou leurs connaissances, et puis peut-être aussi en difficulté de faire croître leurs compétences, dans la mesure où l'empan de leur intervention est limité, et finalement peut-être qu'ils s'auto-limitent parce que c'est trop compliqué de négocier, quoi. Ça a été déjà compliqué de négocier à mon emploi, j'ai pas envie de le perdre éventuellement, ou d'être marginalisé parce que je pose trop de questions. C'est vraiment une représentation extrêmement externe. Là, vraiment, Mais c'est très intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de performance. En fait, aujourd'hui, on est dans un milieu où la performance surdomine. Et donc, finalement, si je comprends bien vos propos, et c'est hyper intéressant, en fait, aujourd'hui, les nouveaux ergonomes, si je puis dire, on prend pas le temps de la solution, si je puis dire, on prend pas le temps de la recommandation, on est dans de la performance aussi, même sur le diagnostic. On veut des solutions rapides parce que le milieu du travail va aussi de plus en plus vite, si je puis dire. Je sais pas, c'est une impression. C'est une impression, donc je ne sais pas si elle est légitime. C'est ce que, je sais pas quoi, j'entends ou j'ai entendu, parce que maintenant j'entends plus grand-chose. Non, c'est pas un problème auditif. J'ai sans doute aussi des problèmes auditifs. Mais voilà, donc ça, c'est une représentation partielle et peut-être fausse. Je sais qu'à une époque, quand j'étais encore en activité, même en activité déclinante, ces questions-là, je me les posais, j'échangeais avec des ergonomes sur leur difficulté à exercer pleinement leur métier. Parce que les marges de manœuvre étaient extrêmement faibles.
Et elles sont faibles dans les grandes entreprises, dans les petites entreprises, parce qu'il y a des questions de rentabilité, de je sais pas quoi, de temps aussi. On n'a pas. Moi, les expériences dont j'ai parlé, c'est j'avais pas tout mon temps, mais presque. Les enseignants qui font de l'intervention, ils ont leur temps aussi. L'ergonome d'entreprise ou le consultant ergonome, en fait, il n'a pas le temps. En plus, il est en concurrence avec ses collègues. Moi, maintenant, je ne sais plus tout ça, mais je sais qu'à une époque, la question des prix de journée et de la concurrence entre ergonomes, elle était posée. On a beaucoup parlé du débat qu'on peut avoir avec l'entreprise, justement, dans les interventions. Qu'est-ce qu'il en est, de votre point de vue, du débat dans la communauté des ergonomes, justement ? Alors, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Ma vision, elle est vraiment très étroite, superficielle. Moi, dans la communauté, les débats que je vois, c'est autour d'ergolistes. Je m'étais enlevé d'ergoliste et puis je m'y suis remis comme ça. Et de temps en temps, je suis quelques discussions. Je me dis, mais bon, si... Alors, je comprends que certains ergonomes soient confrontés aux questions qu'ils posent et qu'ils n'aient pas la réponse. Ce qui m'étonne parfois, c'est la discussion qui s'enchaîne sur la question initialement posée. Je me dis, c'est pas très riche, quoi. Comme on est dans la recherche de solutions, quoi. On n'est pas dans l'explicitation des choses. Et je me dis, en voyant ça, en le lisant, pardon, oui, ils sont totalement contraints, et puis ils ont un écho qui répond à leurs contraintes. Et c'est pas du tout sûr que ça permette de progresser. Enfin, j'en sais rien, parce que j'imagine que leurs interventions ne sont pas limitées à ce que je vois ce que je peux lire sur Ergoliste. Alors, je sais pas, ces ergonomes-là, est-ce qu'ils sont indépendants? Est-ce qu'ils dépendent d'une petite structure qui les oblige à aller vite dans les réponses? J'en sais rien. C'est la recherche de solutions techniques à un problème technique ou organisationnel. Moi, ça me rappelle, je sais pas quoi, mes débuts d'ergonome, l'ergonomie de correction. Alors, j'espère que c'est pas ça l'ergonomie aujourd'hui, mais parfois ça ressemble à ça. Alors après, il y a les ergonomes qui se structurent dans différents mouvements. Là, moi, j'ai pas accès au débat que ces ergonomes génèrent et ont entre eux. J'en ai vu parfois des résultats de discussions lorsqu'ils devenaient publics. Je trouve ça intéressant. Après, la question, c'est celle de la segmentation. Est-ce que cette segmentation, elle contribue à une évolution globale de l'ergonomie? Donc, est-ce que ces discussions... les autres, ils ne font pas partie d'eux, s'emparent d'eux. Deuxième point, la self. Moi, je ne sais pas bien l'effet. Alors, je comprends que des ergonomes présentent des communications à la self. Bon, c'est une manière de se valoriser. Quelle est l'utilité pour la discipline? Je ne vois pas bien. Alors, on peut, je ne sais pas quoi... aller chercher dans tel congrès de la self, dans tel congrès, telle communication sur tel thème, et je m'en inspire. Bon, ok, c'est un usage personnel, utile, sans doute. Qu'est-ce que ça change pour la discipline, je dirais, ergonomique? Moi, j'en sais rien. Qui est-ce qui valorise ça, combine les expériences? Je ne sais pas, moi, il n'y a que des écrits partiels. Si on regarde les bouquins d'ergonomie, je fais appel à tel auteur pour traiter d'un sujet, à tel autre pour traiter d'un autre sujet, sans qu'il y ait de discussion entre les deux expressions, en fait. Le bouquin qu'on a sorti, le deuxième pose des problèmes, d'ailleurs, de ce point de vue-là, et le premier qu'on avait fait, c'était, on produit à partir... à la fois d'une expérience commune, mais d'expériences diverses, parce qu'on n'avait pas exactement le même parcours et on n'est pas intervenus toujours ensemble. On a produit un objet commun. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas d'objet commun, je ne vois pas de production d'objets communs en ergonomie. Alors, peut-être que je sais pas, sans doute d'ailleurs, où je me fais des illusions sur la possibilité d'enrichir un corpus partagé par tous, je ne sais pas. Donc là, le rôle de la self, en fait, moi je le vois, je pense que c'est important que la self soit organisatrice, d'ailleurs c'est pas la self qui organise les congrès,
mais permettent l'organisation de congrès. Est-ce que les relations que la SELF a avec d'autres sociétés d'ergonomie contribuent au-delà des échanges, contribuent à l'évolution de la discipline? C'est quoi l'ergonomie de langue française aujourd'hui, hein, je pourrais poser la question comme ça. Est-ce que c'est un objet autonome? Est-ce que cet objet s'enrichit de réflexion conduite ailleurs? Donc ça, je ne sais pas. Et puis, il me semble qu'il y a une autre question qui concerne les échanges. Alors aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, je crois que ça existe encore, mais les journées que Danielou organisait à Bordeaux, c'est toujours d'actualité. Et moi, ça me paraissait très, très intéressant parce que on ne présentait pas une communication très précise sur un sujet. Et il y avait des échanges très intéressants, me semble-t-il, hein, ça c'est mon point de vue, à partir sans doute d'expérience, mais de réflexion sur sa propre expérience professionnelle. Donc, si je comprends bien, pour vous, un élément de dialogue pertinent, si je puis dire, mais un élément de dialogue qui serait pérenne, ce serait pour vous la production d'objets communs, en tout cas avec partir d'une pluralité pluralité disciplinaire, pluralité de regards, et de construire un mouvement ou de cristalliser tout ça dans un objet, comme vos différents écrits que vous avez coécrits avec plusieurs personnalités quand même de l'ergonomie. Et donc pour vous, c'est ça? Oui, enfin moi ça me paraît quelque chose d'important. Alors, ça veut pas dire que sous ce chapeau commun, il n'y a pas de différence. Il y a des gens qui se spécialisent dans des domaines particuliers. Ça me paraît totalement légitime. Est-ce que ces incursions, comme semble-t-il la vôtre, hein, vers des technologies ou des organisations liées à des technologies particulières, est-ce que ça reste un domaine étroit, ou est-ce que ce domaine dialogue ou est-ce que l'ergonome que vous êtes et les autres, finalement, cette communauté-là, est-ce qu'elle dialogue avec d'autres communautés? Et est-ce que ce dialogue entre communautés enrichit la discipline? Durant nos échanges pour écrire cet épisode, vous nous disiez, voilà, sur le regard d'après, etc., vous étiez quand même plus, si on a bien compris, mais vous étiez plus stable et plus serein sur, finalement, vous nous racontez des choses, etc. Et finalement, vous disiez, oui, maintenant, je suis plus trop dedans, etc. Mais quand même, vous avez écrit, le livre est paru l'année dernière, hein, quand même, Concevoir le travail, le défi de l'ergonomie. Donc c'est pour ça qu'on est aussi venu vers vous pour faire ce podcast-là, parce que ce livre vient de sortir. Et en fait, on aurait bien voulu connaître, est-ce que finalement ce livre-là cristallise pas votre positionnement dans la communauté? En tout cas, un positionnement pluriel, si je puis dire, parce que vous êtes plusieurs à écrire ce... Je ne sais pas, je n'ai pas réouvert le bouquin depuis sa parution. En fait, le premier bouquin, c'est une histoire entre copains, en fait. Copains-coquins. En fait, on était différents, parfois même, oui, totalement différents, d'un point de vue idéologique, du point de vue des pratiques aussi, du point de vue des formations, mais on avait conduit ensemble quelques interventions et on avait surtout participé à la diffusion d'un enseignement. Mais il n'y avait pas de traces. La seule chose qui existait, c'était le petit truc que j'avais rédigé, je ne sais plus en quelle année, 1977, le début des TPB. Et quand j'étais à l'ANACT, en fait, un jour, je suis revenu au labo avec le directeur de l'ANACT. La ville était là, au secrétariat, et je discute avec on discute de choses et d'autres. Et je dis à la ville, mais tu serais d'accord pour qu'on mette en commun notre expérience commune et nos expériences, puisque moi j'étais plus au CNAM, Durafour était parti, et la ville me dit pourquoi pas, et donc on a fait une réunion, donc la ville, Durafour, Kerguelen et Danielou. Voilà, on a dit ouais, on va rédiger un ouvrage qui résume notre activité professionnelle, ou une partie de notre activité professionnelle, et ce qui est sous-jacent à cette activité, ou ce qu'on peut en tirer en tout cas. Quelle différence avec le deuxième alors, au niveau de sa philosophie de construction? Je veux dire, déjà il y a une chose essentielle, c'est on se connaissait tous, on était intervenus de nombreuses fois ensemble, on avait des discussions, des débats
ensemble, parfois des divergences importantes. Et c'est ça qui nous a permis, finalement, la rédaction de cet ouvrage. Il y avait, malgré tout ça, quelque chose qui nous rassemblait et qui nous permettait d'écrire. Pour le second, c'est vrai que je ruminais l'idée que cet ouvrage, il était totalement dépassé. Enfin, il me semblait bien qu'il était d'actualité, encore d'actualité. Mais, je veux dire, il était hors du temps de l'évolution des organisations, des évolutions du travail, des évolutions des relations sociales, des expérimentations multiples qui avaient été conduites par des sociologues pour transformer temporairement les organisations. Voilà. Et puis, on parlait pas de gestion, on parlait pas de performance dans le précédent ouvrage, on parlait pas de conception. Il s'était arrêté à la conception. Voilà, on fait un diagnostic, machin, pour aider à concevoir, mais on n'était pas là. Et donc, à l'époque, ça me travaillait un peu, cette question-là, même si c'était pas essentiel pour ma vie. J'en ai discuté avec Joël Malines, avec lequel j'avais travaillé. On avait ensemble participé avec d'ailleurs Danielou Laville et Kerguelen et Garrigou à la conception des imprimeries du Monde et du Figaro. Et puis avec Malines, j'avais participé à la conception d'une usine de plasturgie. Et je lui ai dit, il était retraité, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu serais intéressé pour participer à la rédaction d'un ouvrage? Il m'a dit, ouais, peut-être, pourquoi pas. Voilà. Et puis je rencontrais régulièrement Valérie et Pascal, ici, quand j'étais au conseil d'administration de l'IETL, et je leur ai posé la même question. J'aurais dit, mais attendez, là, je sais pas quel usage vous faites de cet ouvrage, mais il est sur un certain nombre de points complètement dépassé, pas adapté aux nouvelles situations. Il y a des sujets qui sont totalement absents alors qu'ils sont centraux, qui étaient déjà centraux, mais qui le sont encore plus dans le travail. Est-ce que vous seriez partant pour qu'on coopère dans la rédaction? Ils avaient l'air d'accord. Et moi, j'ai évoqué d'autres noms. C'est sur la gestion. On n'avait pas de compétences, peut-être quelques petites expériences. Donc, j'ai évoqué le nom de François Hubaut. Est-ce que... ils étaient d'accord. Et donc, j'ai appelé François Hubaut, qui m'a dit ouais, pourquoi pas. Beaucoup de ouais. Son nom y est aussi, donc on sait qu'il y a eu un oui à la fin. Mais il faut qu'on discute. Parce que moi, j'avais une exigence, c'est pas le bouquin de Falzon, quoi. C'est pas chacun rédige son truc. Ce que je vous propose, c'est on rédige en commun un ouvrage. Ce qui veut dire que oui, il faut se mettre d'accord, quoi. Il faut se mettre d'accord non seulement sur l'objectif, mais ce qu'on va mettre dans le bouquin. Garrigou s'est aussi associé à ce projet, mais c'était plus facile parce que moi, Garrigou, je le connaissais bien pour être intervenus ensemble. Voilà, donc on a eu pas mal de réunions de régulation. D'abord, il a fallu faire accepter l'objectif d'une rédaction commune. Au début, je pense qu'on a véritablement rédigé en commun, mais on a commencé quand même en 2017, début 2017, à avoir les premières réunions de travail. Puis ça s'est terminé quand même au bout d'un temps que moi j'ai trouvé trop long. Moi je pilotais le dispositif et c'est vrai que à plusieurs reprises j'ai failli arrêter tout. Et c'est Hubaut qui m'a dit non, écoute, si tu fais ça, on n'arrivera jamais, on produira jamais de bouquin, quoi, si tu te retires du dispositif. Bon, le bouquin est sorti. Bon, je pense que c'est un progrès par rapport à l'autre ouvrage. Il aborde un certain nombre de questions qui n'étaient pas présentes. Sans doute, il y a des trous, sûrement, dans cet ouvrage. Je pense qu'il manque, contrairement au précédent bouquin, il manque des exemples. Alors c'est vrai que c'est compliqué d'introduire des exemples dans un bouquin. Dans le précédent, c'était plus facile parce qu'on avait des exemples communs. Voilà, j'ai trouvé que ça manquait, quoi. Parce qu'il y a la critique du bouquin qu'a fait Marianne Cerf, par exemple, dans Activité, que je trouve très intéressante, et ces critiques aussi très intéressantes. Elle évoque des trous dans l'ouvrage, et je pense que certains des trous qu'elle évoque auraient été en partie comblés par des exemples que moi je pouvais transcrire dans le bouquin sur un certain nombre de sujets. Donc voilà, ce que je regrette également, lorsque le bouquin a été présenté. Et Pascal on en avait d'ailleurs discuté ensemble, tous les autres auteurs, de proposer aux ergonomes
mais peut-être pas qu'aux ergonomes d'ailleurs, de faire des contributions, s'inspirant à la fois des questions posées dans l'ouvrage et centrées sur leur pratique professionnelle. On avait même évoqué le fait que ça pourrait paraître chez Octares, je crois que même que Pascal l'a annoncé, ou dans Activité. Eh bien, on relance les auditeurs et auditrices à contribuer et à participer eux aussi et à donner des exemples. Et l'idée, c'était assez précis. Pascal avait dit, il faudra un comité de lecture, on ne va pas accepter comme ça la rédaction sur un coin de table. Voilà, on enrichit. Il y a un enrichissement collectif de cet ouvrage. Eh ben, c'est la fin de cet épisode 7 qui conclut du coup notre première saison de Parlons peu, parlons ergo. C'est un peu un petit moment émouvant, tout à fait. Merci François Guérin d'avoir répondu présent à notre invitation et d'avoir été là pour répondre à nos questions également, d'avoir partagé votre histoire et aussi votre présent avec nous. Et merci donc d'avoir participé à cette saison de Parlons peu, parlons ergo. Merci à vous. Merci à la Self d'avoir sponsorisé cet épisode et aussi d'avoir sponsorisé la première saison de nos podcasts. Merci à Lyon 2 et à l'équipe de l'IETL de nous avoir accueillis pour tourner cet épisode. Merci à la rédaction pour cet épisode, Paul Fortabat, Cassandre Dubost, Emma Langlais et merci Thibaut. Merci à toi Eva. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux, LinkedIn, notre page Instagram @Parlons peu, parlons ergo, sur YouTube et bien évidemment sur notre plateforme podcastique pour ne pas louper potentiellement une prochaine saison. Qui sait ? À bientôt.